À mes 88 ans, j'ai porté mon fils en justice et je ne regrette rien. Je m'appelle Bernard. Il y a quelques années, j'ai tout perdu. Ma maison, mes économies, ma dignité pendant un temps, à cause de mon fils et à cause de moi. Je vivais dans la maison familiale de 110 mètres carrés, dans laquelle j'avais vécu avec Hélène pendant des décennies et que j'avais gardée après sa mort, parce qu'elle représentait tout ce qu'on avait construit ensemble. Une maison modeste, mais entière, propre, à moi. Ma pension de retraite ne me rendait pas riche, mais elle suffisait. Je n'avais besoin de rien. J'avais ce qu'il fallait et j'avais la paix. Et puis mon fils est venu me voir. Il s'appelait Frédéric. Il avait 52 ans. Il avait une entreprise de plomberie qu'il avait montée lui-même une vingtaine d'années plus tôt et qui avait toujours bien fonctionné. Je l'avais aidé à ses débuts, pas énormément, mais ce que j'avais pu. Je lui avais toujours fait confiance pour la suite, parce qu'il semblait s'en sortir. Ce soir-là, quand il avait sonné à ma porte, son visage m'avait arrêté. Pas le visage de quelqu'un qui vient rendre visite, le visage de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd depuis trop longtemps et qui n'en peut plus. Il était entré, il s'était assis et il avait pleuré. Frédéric pleurait. Mon fils de 52 ans, assis en face de moi dans ce salon que je connaissais par cœur depuis 40 ans, pleurait avec cette façon d'un homme qui n'a plus les ressources pour retenir ce qui monte. Et j'avais fait ce que font les pères quand leur enfant pleure. Je m'étais rapproché. J'avais posé la main sur son épaule. J'avais dit « Je suis là ». Il m'avait expliqué l'URSSAF, une dette de 98 000 €, des cotisations en retard accumulées pendant plusieurs années, une mauvaise gestion, des années difficiles après le Covid. Il allait perdre l'entreprise. Les employés allaient se retrouver à la rue. Sa femme était à bout. Il ne savait plus quoi faire. Et il m'avait regardé avec ses yeux qui me regardaient depuis qu'il avait 3 ans et qui avaient toujours su exactement comment m'atteindre. Il m'avait dit « Papa, je ne sais pas vers qui me tourner d'autre que toi ». Cette phrase avait fait ce qu'elle était peut-être conçue pour faire. Elle avait réveillé tout ce que j'avais de paternel, tout ce que j'avais construit pendant 50 ans d'amour pour cet homme qui avait été mon enfant et qu'il était encore à cet instant dans mon salon, avec ses larmes et sa détresse. Je n'avais pas réfléchi longtemps. Je n'avais pas posé les bonnes questions. Je n'avais pas appelé mon notaire ou mon comptable ou quelqu'un de sensé qui m'aurait dit « Attendez, vérifiez, prenez le temps ». J'avais vendu la maison, 110 mètres carrés de 40 ans de vie, les murs que j'avais peints avec Hélène, le jardin qu'elle avait planté, la cuisine où on avait préparé des centaines de repas ensemble, tout ça vendu en quelques semaines pour 220 000 €. J'avais donné 100 000 € à Frédéric, en cadeau, pas en prêt. Je lui avais dit que c'était pour lui, qu'il n'avait pas à me rembourser, que l'important c'était qu'il s'en sorte. Je m'étais installé dans un petit appartement en location avec ce qui me restait. Ce n'était pas grand, mais c'était correct. Je me disais que j'aurais encore de quoi vivre décemment les années qu'il me restait. Les premiers mois avaient été normaux. Frédéric appelait de temps en temps, pas souvent, pas longuement, mais il appelait. Il disait que les choses s'arrangeaient, que l'URSSAF avait accepté un échéancier, que l'entreprise reprenait des couleurs. Je l'écoutais avec ce soulagement d'un père qui a pu aider son enfant et qui voit que ça a servi. Et puis les appels s'étaient espacés. Et puis ils avaient presque cessé. Et puis j'avais appris par quelqu'un de commun, pas par Frédéric lui-même, que Frédéric avait acheté une Audi Q7 à 60 000 € et une BMW pour sa femme. J'avais relu cette information plusieurs fois dans ma tête pour être sûr d'avoir bien compris. 60 000 € pour une voiture et une autre pour sa femme.
à quelques mois d'une crise que ses larmes dans mon salon avaient décrite comme existentielle. J'avais appelé Frédéric. Il avait répondu. Pas immédiatement, mais il avait répondu. Je lui avais demandé si c'était vrai. Il avait dit que c'était ses affaires, que l'argent que je lui avais donné avait été utilisé pour l'entreprise, que le reste était de sa gestion, que j'avais fait un cadeau librement et qu'un cadeau ne donnait pas de droit sur les décisions de celui qui le recevait. Cette phrase m'avait traversé d'une façon que je ne saurais pas décrire avec précision. Pas de la colère d'abord, quelque chose de plus froid, la compréhension soudaine et complète de ce qui s'était passé. Pas seulement les voitures, tout. La façon dont les larmes avaient été présentées, la façon dont la demande avait été formulée. Cette phrase « Je ne sais pas vers qui me tourner d'autre que toi », qui était peut-être vraie, mais pas dans le sens que j'avais cru. Quelques mois plus tard, mes économies avaient commencé à sérieusement diminuer. La location coûtait ce qu'elle coûtait. Ma pension ne suffisait plus pour couvrir tout. J'avais fait ce que je n'aurais jamais pensé devoir faire. J'avais rappelé Frédéric. Je lui avais expliqué la situation, calmement, sans drame, avec les chiffres. Je lui avais demandé si il pouvait m'aider avec 300 € par mois pour le loyer. Il m'avait dit de le laisser tranquille. Ces 5 mots, prononcés par la voix de mon fils de 52 ans, à son père de 84 ans, qui venait de vendre sa maison pour lui donner 100 000 € et qui lui demandait 300 € par mois. Je n'avais pas rappelé. Les mois suivants avaient été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles que le deuil d'Hélène, parce qu'au moins dans ce deuil-là, la douleur venait d'une perte naturelle, d'une réalité que je pouvais comprendre, même si je ne pouvais pas l'accepter facilement. Cette douleur-là venait d'autre chose, d'une décision, d'un choix, fait par quelqu'un que j'avais tenu dans mes bras le jour de sa naissance. J'avais été expulsé de ma location, 2 valises. C'est tout ce que 40 ans de vie m'avaient laissé apporter à ce moment-là. 2 valises et une honte que je n'arrivais pas à appeler autrement que de la honte, même si c'était lui qui avait fait ce qu'il avait fait, et moi qui n'avais rien fait de mal, sinon aimé trop facilement. J'avais passé 7 semaines dans un centre d'hébergement d'urgence. Je ne vous décrirai pas ces semaines en détail, parce que certaines choses appartiennent à un espace intime qu'on ne partage pas entièrement, même quand on raconte tout le reste. Je vous dirai seulement que dans ce centre, j'avais rencontré des gens avec leurs propres histoires, leurs propres pertes, leur propre façon d'être arrivés là où ils étaient. Et dans ces conversations, dans ce partage improbable entre des gens que rien d'autre n'aurait réunis, j'avais appris quelque chose que je ne savais pas. Il existait une loi. L'article 205 du Code civil. Une obligation alimentaire qui stipule que les enfants ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin. Pas une faveur, une obligation légale. Que Frédéric, avec ses 2 voitures et son entreprise sauvée avec mon argent, était légalement tenu de m'aider. J'avais contacté un avocat. Pas facilement, pas sans cette résistance intérieure d'un homme qui avait passé toute sa vie à régler ses problèmes seul et qui trouvait dans l'idée d'aller en justice contre son propre fils quelque chose de profondément contre nature. Mais je l'avais fait, parce que l'alternative était de ne rien faire et de continuer à me laisser effacer. La procédure avait pris du temps. Frédéric avait nié, contesté, fait appel. Son avocat avait construit des arguments. Mon avocat avait répondu avec les preuves de ce qui s'était passé, les transferts bancaires, les dates, les achats qui avaient suivi le don. En mars 2023, le juge avait rendu son verdict. 45 000 € de remboursement pour les sommes détournées à des fins personnelles. 400 € par mois de pension alimentaire. Frédéric avait fait appel. Il avait perdu. Je ne vous dirai pas que la justice m'a rendu ce que j'avais perdu. Elle ne l'a pas fait.
La maison d'Hélène ne reviendra pas. Les années dans ce centre d'hébergement ne s'effaceront pas. La façon dont mon fils m'a regardé à travers cette procédure, avec cette froideur de quelqu'un qui traite son père comme un adversaire légal, ne se répare pas entièrement. Mais quelque chose avait changé quand même. Ma dignité avait quelque chose à quoi se raccrocher. La preuve que ce qui s'était passé avait été vu, nommé, jugé, que je n'avais pas rêvé, que quelqu'un d'autre que moi avait regardé les faits et avait dit « voilà ce que c'est ». Aujourd'hui, je vis dans une maison modeste, petite, correcte, à moi dans le sens qui compte, dans le sens où c'est mon espace et que je décide ce qui s'y passe. Je n'ai plus de nouvelles de Frédéric, je n'en cherche pas. Ce qu'il y avait entre nous a pris une forme que je ne sais pas appeler famille et que je ne cherche plus à appeler autrement que ce qu'elle est devenue. Mais voici ce que je veux vous dire. La chose la plus importante de tout ce que j'ai raconté ce soir. Pas la trahison de Frédéric, pas le procès, pas les 2 valises ou les 7 semaines. Le point le plus douloureux de cette histoire, c'est ce que j'ai compris sur moi-même. Frédéric n'est pas né comme ça. Personne ne naît comme ça. Il a appris quelque chose pendant les 52 ans qu'il a vécu comme mon fils. Il a appris que quand il avait un problème, papa résolvait. Il a appris que ses larmes avaient un pouvoir particulier sur moi. Il a appris que je me définissais par ce que je faisais pour lui, que mon identité de père était construite sur ma capacité à répondre à ses besoins, et qu'il pouvait donc compter sur cette construction pour obtenir ce qu'il voulait. Il n'a pas appris ça tout seul. Je le lui ai enseigné. Pas volontairement, pas avec de la malveillance, avec tout l'amour du monde. Mais je le lui ai enseigné quand même. À chaque fois que j'avais réglé un problème qu'il aurait dû régler lui-même, à chaque fois que j'avais donné sans lui laisser l'occasion de se débrouiller, à chaque fois que j'avais placé ses besoins si haut au-dessus des miens qu'il avait fini par croire que c'était l'ordre naturel des choses. J'avais appris à mon fils que je n'avais pas de valeur propre en dehors de ce que je faisais pour lui. Et quelqu'un qui a appris que l'autre n'a pas de valeur propre finit par le traiter comme tel. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait reste ce que c'est. Mais c'est une vérité sur ce que j'aurais dû faire différemment pendant 50 ans. Aimez vos enfants. Aidez-les quand ils ont besoin d'aide. Soyez là. Soyez présents. Tout ça, faites-le. Ce n'est pas là que j'avais tort. Mais existez. Continuez à exister comme une personne à part entière, avec vos propres besoins, vos propres limites, votre propre valeur qui ne dépend pas de ce que vous faites pour eux. Apprenez-leur très tôt que vous existez aussi, que votre présence dans leur vie a une valeur qui va dans les 2 sens, que l'amour entre un parent et un enfant n'est pas le sacrifice permanent de l'un pour l'autre, mais quelque chose de plus équilibré, de plus réel, de plus digne pour tout le monde. Parce que si vous ne vous donnez pas de valeur, ils ne vous en donneront pas non plus. Pas par méchanceté nécessairement, parce qu'ils n'auront jamais vu que vous en aviez une. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. J'ai dormi 7 semaines dans un centre d'hébergement d'urgence à cause d'un fils que j'avais aimé sans me laisser aimer. Et aujourd'hui, dans ma petite maison modeste, avec ma pension et ma paix retrouvée, je sais quelque chose que je n'aurais pas voulu apprendre de cette façon. La dignité n'est pas quelque chose qu'on retrouve après l'avoir perdue. C'est quelque chose qu'on protège avant, jour après jour, dans les petites décisions de ne pas s'effacer, de ne pas dire oui quand on devrait dire non, de ne pas donner ce qu'on ne peut pas se permettre de donner, même quand les larmes de quelqu'un qu'on aime demandent qu'on le fasse. Protégez votre dignité, dès maintenant, pas quand il sera trop tard pour faire autrement. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose, laissez un commentaire. Et si vous connaissez un parent qui donne trop, qui s'efface trop,
qui croient que s'oublier est une forme d'amour, partagez cette vidéo. Parfois les mots arrivent juste avant qu'il ne soit trop tard.